Pourquoi jouer au foot au moment où l'Est de la République démocratique du Congo est à feu et à sang? Les Congolais, certains Congolais sont estomaqués. Ils sont en colère de voir leur président de la République, au lieu de s'occuper de l'insécurité qui bat son plein dans les Kivu, lui préfère aller jouer au football au stade des Martyrs. Ça fait polémique dans notre pays depuis que ce match a été organisé au stade des Martyrs. Nous allons parler de cette question-là. Nous parlerons aussi de cette interview que Martin Fayulu, le président de l'ESUD, a faite, a accordé à France 24. Nous reviendrons bien entendu aussi sur les débats autour du changement ou de la révision de la Constitution. Comme vous le savez, c'est un débat qui continue à susciter beaucoup de polémiques dans notre pays. Et pour passer au peigne fin toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Vous m'avez demandé de l'inviter et finalement il est là. Je pense que désormais il sera là, si pas chaque semaine, mais même après 2 semaines, où toutes les fois qu'il y aura des grandes questions d'actualité, nous ne manquerons pas de l'inviter pour votre plaisir. Il s'appelle Joël Kade Ndanga. Il est internationaliste, oui, internationaliste. Il est juriste aussi. Il est journaliste, éditeur du journal Impact News. Joël Kade Ndanga, bienvenue. Merci très cher confrère, merci de l'invitation. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être en face de vos intelligibles et intelligentes questions qui nous permettent de défier tant soit peu notre population, du moins pour ceux qui nous aiment, mais également pour ceux qui ne nous aiment pas et qui nous détestent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël Kade, pour nous avoir honorés d'être là aujourd'hui. On commence avec ces sujets, hein, cette question. Tshisekedi au stade des Martyrs, gardien de foot, de buts, ça fait polémique depuis heures jusqu'à aujourd'hui. Certains Congolais ont dit que le Congo est tombé trop bas. Jamais dans l'histoire de ce pays, ils n'ont jamais vu un président qui a désacralisé la fonction présidentielle comme Félix Tshisekedi l'a fait. Est-ce que vous comprenez quand même ces inquiétudes de ces Congolais-là qui sont vent debout contre le président Tshisekedi pour avoir joué au football à Kinshasa? Chalequin, je crois que nous avons atteint aussi le niveau le plus bas, surtout dans la réflexion de notre population, dont certaines personnes qui sont les gnosologues ne comprennent pas le fonctionnement d'un État ou d'une nation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a montré qu'il est humain, qu'il est avec nous. Mais bien avant cela, laissez-moi un peu lui jeter les fleurs pour le choix qu'il venait de porter sur proposition du ministre de Finances Doudou Famba, à la tête de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations DGRAD en sigle, parce que c'est monsieur qui venait de la DGRAD comme directeur général adjoint, connaissant bien la boîte, il a réfléchi parce que la DGRAD confiée aux politiciens, elle a connu une descente aux enfers à tel point que la mission principale de cette régie financière, celle de mobiliser et de maximiser les recettes, n'était plus atteinte. On sait que les recettes ou le degré de mobilisation était à 42% au 15 novembre, je dis, 2024. Et quand Doudou Famba a découvert que la DGRAD dégringolait, il a choisi un fils maison, maître Étienne Ouchoudi Lutula, qui aujourd'hui, au 30 novembre, donc les recettes sont parties de 42% jusqu'à 110%. Soit, ah bon? Oui, donc de 42%. Et il a dépassé donc, les assignations budgétaires qui étaient donc prévues pour cette régie financière. Donc on est parti de 42%. Donc la DGRAD était en deçà
de la mobilisation de recettes. Et aujourd'hui, on est à 407 milliards 209 millions 667 786 francs congolais. Donc vous voyez, au bout de 2 semaines... Au bout de 2 semaines, Étienne Otchoudi, qui a été engagé comme agent, il a été assistant principal du DG Jean Elongo, il est passé coordonnateur, donc le directeur de cabinet du directeur général de la DGRA de Soumama Sambi. Et aujourd'hui, on a compris qu'il fallait cet oiseau rare. Il a fait quel miracle qu'en des semaines, il puisse atteindre de telles... C'est justement pour vous dire que il faut qu'on dépolitise. J'ai vu M. Boussa convoquer les états généraux du portefeuille. Je ne sais pas si c'est à la mode maintenant, convoquer les états généraux du portefeuille. Or, la maladie des entreprises publiques est connue. Parce que les entreprises publiques sont gérées dans une sorte, une gestion hybride. Hybride parce qu'elles sont gérées et par les droits OADA et par les lois congolaises. Ce qui fait que c'est le chef de l'État qui continue à nommer les mandataires publics sur base des critères politiciens. Or, il a fallu qu'on laisse aux entreprises de se choisir les fils maison. Si on choisissait un fils maison comme Maître Étienne Otchoudi Lotula, je crois que les choses peuvent bien aller au-delà. Et je crois, avec lui, les choses vont changer. Mais voilà que pendant qu'on l'a désigné, on a opéré, le ministre des Finances a opéré la mise en place à la DGDA. Ça n'a pas posé de problème. Il a opéré la mise en place à la DGRA. Ça n'a pas posé de problème. Il arrive le moment de faire la mise en place au niveau de la DGI. Monsieur Mwakadi, pasteur de son État, sort tout son armadan numérique, médiatique, pour s'attaquer au ministre Doudou Famba. Barnabé Mwakadi. Oui. Donc, et pourtant, c'est dans ses attributions du directeur, du ministre des Finances, qui désigne, qui fait la mise en place des directeurs. Donc, le DG ne peut que faire sa proposition, mais lui, c'est comme s'il y a des cadavres qu'il cache. Et comme il trouve qu'il a des cadavres dans les placards, il empêche le ministre de faire ce qui lui revient d'attribution, de procéder à la mise en place des directeurs. Mais Barnabé Mwakadi, on parle de lui qu'il a fait aussi un bon travail. Oui, il a fait un bon travail, mais maintenant il faut réajuster. Il faut réajuster. Doudou Famba vient du monde des finances, il faudrait réajuster, changer un peu de personnes qui ont beaucoup traîné dans certaines fonctions et qui aujourd'hui, par exemple, ont atteint un niveau de stagnation. Il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on évolue, mettre d'autres personnes à ces postes-là pour que l'on puisse avancer. Parce que vous savez que l'habitude use. Lorsqu'on est dans l'habitude, ça use. Alors, il veut le faire, mais malheureusement, il sort toute l'armée numérique pour tirer sur le ministre, lui attribuant la création d'un parti politique, lui attribuant de vouloir faire du DG de la DGRAD le secrétaire général de ce parti politique-là. Cette fabrique des mensonges-là, on n'en veut pas. Et donc, voilà ce que je voudrais décrire avant de revenir sur votre préoccupation. Vous savez, il n'y a pas longtemps, ce n'est pas qu'on le prend comme un modèle. Vous avez vu Paul Kagame jouer. Jacques May, nous avons connu qu'est-ce que j'ai dit? Charles-Quint, excusez-moi. Charles-Quint, qu'est-ce que nous n'avons pas connu dans ce pays? Que nous ayons la joie, que nous ayons la douleur. On avait un président qui ne participait pas à nos souffrances, ni à nos joies. Qu'on ait la Coupe d'Afrique, CHAN, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Rwanda. Vous avez un président de la République qui ne se réjouit pas. Vous avez le train qui déraille. Plus de 1000 personnes qui meurent. Vous avez un président qui vous reste taiseux. Et Lambert Mende vient vous dire que non, c'est un président taiseux. Il ne participe pas à vos souffrances. Pendant 5 ans, depuis qu'il a quitté le pouvoir, vous l'avez vu aux côtés de qui? Vous parlez de Joseph Kabila? Heureusement, vous l'avez décelé. Qu'il s'agisse des malheurs, qu'il s'agisse de vos joies, il n'est pas avec vous. Et aujourd'hui, vous avez un président qui participe à vos joies. Quand vous avez vos joies, il est là. Quand vous avez vos souffrances, il est là. Qu'il y ait un deuil, vous le voyez arriver dans un deuil, embrasser les affligés, les familles éplorées. Ça veut dire que vous avez un président qui compatit, qui est humain. On a eu un monstre à la tête de ce pays, M. Charles-Quint. Ah bon? On a un monstre. Vous
Vous avez la joie, nous célébrons Chan. Nous célébrons les victoires que nous avons eues. Nous avons couru. Un jour, j'étais assis avec Christian Bossembe, aujourd'hui président du CESAC. Nous étions assis avec lui sur l'avenue du Stade, avenue Saïdi. Je l'appelais, il prenait son sucré. On a échangé sur la préparation de son mariage et on a eu la victoire. Nous avons couru jusqu'à la résidence de Kabila. Kabila n'est même pas sorti. Mais si c'était Tshisekedi, il allait sortir pour se réjouir avec son peuple parce que son peuple est dans la joie. C'est ça l'humanité que... Donc, Kabila n'était pas justeur. Non. C'était pas un justeur. C'était pas quelqu'un qui donnait beaucoup de temps à des fêtes. Un jouisseur. Un jouisseur. Quand on a les malheurs, vous voyez Félix-Antoine Tshisekedi venir. Quand il y a des deuils, quand vous avez votre mariage et que vous lui avez adressé l'invitation, vous allez voir Tshisekedi venir. Nous avons un président qui vient prier comme tout le monde, qui fait son offrande comme tout le monde. Même si son pasteur lui a manqué du respect en ayant craqué pour répondre à ceux qui disent, qui pensent que lui a beaucoup d'argent que lui. Il a traité d'un individu. Il a traité de Moutouana Nalia Kambo on était. Alors que les mariages de ses enfants, c'est la famille Tshisekedi qui a organisé. Et donc, c'est justement pour vous dire, nous avons un président qui est nôtre, que nous avons vu grandir. Nous connaissons chez eux, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses plaisirs d'enfance. Et qu'il organise ou qu'il accepte de participer à un match de gala, ce n'est que normal. Au moment où les gens meurent à l'est du pays, où on viole des femmes, où on tue des enfants, c'est ça ce que ces Congolais disent. Pourquoi dans un pays comme ça, ils ont même dit, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un comme Zelensky là aller aujourd'hui s'amuser dans un stade de football pour offrir au pays ce spectacle-là que Tshisekedi a offert? C'est comme s'il crachait sur les morts à l'est du pays. Et ça passe pas seulement les petits peuples, mais même les acteurs politiques. Les acteurs politiques, les leaders de l'opposition, les intellectuels, ils ont réagi de la même manière, Joël Kadi. Charles Quint, j'étais en Europe. J'ai vu une dame, une vieille femme qui m'a suivi. En tout cas, à l'âge de... Une vieille femme qui me suit, dit, mais je vous ai entendu parler en lingala, vous êtes congolais? Moi, je dis, oui, je suis congolais. Comment va docteur Mukwege? Docteur Mukwege va bien. Mais il y a la guerre partout chez vous. Là, je ne sais pas venir. J'ai laissé ma famille à Louébo. Je ne sais pas y aller parce qu'il y a la guerre. Louébo, c'est au Kasaï, dans la province du Kasaï. Ex-Kasaï occidental. Est-ce qu'il y a la guerre là-bas? Non. Il y a des gens qui ne savent pas venir ici au Congo parce qu'ils pensent qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo. Jules Alinguet l'avait dit, les gens ne l'avaient pas compris. Lorsqu'il mobilisait les gens aux États-Unis, les investisseurs aux États-Unis d'Amérique, pour dire que la guerre se trouve à plus de 2000 km. Le message que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu transmettre est que même s'il y a la guerre, à Beni, à Butembo, à Rutshuru, il y a la vie en RDC. Les investisseurs peuvent venir. La CAN de handball féminine se joue au stade des Martyrs. J'ai été, et ces jeunes filles-là nous ont offert un spectacle, en tout cas admirable. J'invite la population à aller suivre nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, la manière dont elles font la fierté de la RDC. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie, Charles Quincanco. Nous avons accueilli ici les équipes de la Tanzanie, de la Guinée, de l'Éthiopie, qui sont venus jouer avec nous ici. Voilà le message que le président de la République veut transmettre. Ce n'est pas un jouisseur. On veut transmettre ce message parce que quand vous partez, Charles Quint partait en Europe, vous allez voir les esprits qu'ont ces gens. Parce que tous les médias occidentaux, ce qu'ils transmettent, ce qu'ils véhiculent comme message est qu'en République démocratique du Congo, il y a la guerre. Oui, il y a la guerre, on ne refuse pas. Mais c'est une guerre non déclarée. Sur le plan scientifique, sur le plan politique, on peut dire qu'il n'y a pas de guerre. Parce que pour qu'on parle d'une guerre, il faudrait qu'elle soit déclarée au Parlement. Et qu'on fasse une déclaration de la guerre. Quand est-ce qu'on l'a déjà fait? On est sur le plan scientifique.
Parce que la guerre se déclare. Ici, vous avez un pays soutenu par l'Occident, par les États-Unis d'Amérique, par la France, par la Grande-Bretagne, qui tiennent à ce qu'on balkanise le pays. Et vous vous dites qu'on est en guerre? Parce que c'est une complicité internationale, c'est la mafia internationale qui n'est là que pour le pillage. Le Rwanda? Une guerre, oui, s'il vous plaît. Une guerre, quand on parle d'une rébellion, on a des objectifs. Dites-moi aujourd'hui, même si on invitait Nanga aujourd'hui, on invitait Makenga aujourd'hui, autour d'une table, on va négocier de quoi? Quels sont les objectifs de la guerre? Moussa était venu, le premier objectif, c'était... Nanga n'a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. C'est tout simplement permettre, prendre quelques carrés miniers, commencer à exploiter et aller les vendre au Rwanda. C'est ça les objectifs de cette guerre. Ou de ce que l'on veut appeler comme guerre. Parce que quand on veut, l'objectif d'une guerre de rébellion, c'est quoi? C'est conquérir le pouvoir. Est-ce que dans les contextes actuels, dans l'environnement actuel, est-ce que le Rwanda saura franchir les portes de Goma? Je dis non. Ah bon? Donc, ils vont rester stagnants à Rutshuru, Rubaya, là où ils sont en train d'exploiter l'or, cassiterite et consorts. Ils y resteront aussi longtemps que nous n'aurons pas la possibilité de les repousser vers le Rwanda. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la volonté agressive, offensive, aussi longtemps qu'on sera en train de subir, ils vont rester dans les Caraïbes. La volonté, mais ils sont en train de progresser. Ils étaient dans les Rutshuru et Masisi. Là, ils sont dans les Lubero, ils sont dans les Walikale. Ils sont en train de progresser, Joël Kadi. Non, écoutez, le problème c'est que... L'objectif, c'est d'arriver à Ituri. Non, voilà. Non, écoutez. Le vrai problème, c'est que ce sont des questions d'ordre sécuritaire où je ne sais pas davantage m'approfondir sur votre plateau pour des raisons que vous connaissez. Mais sinon, je vous dis que le Rwanda a essuyé plusieurs pertes en vies humaines. Absolument. Les gens ne le disent pas parce que nous avons le président qui ne communique que seul. Il n'a pas un service de communication. Ah bon? Et même son porte-parole ne se limite que dans les tweets et dans la lecture des ordonnances présidentielles. Son service de communication ou sa direction de communication ne se limite qu'à l'information. On n'est pas dans la com. On a cru qu'avec le directeur Nyembwe, qui était en train de combattre la communication du président de la République. Non, je parle du directeur de cabinet. Ah, ok. On a cru qu'avec l'arrivée du pasteur Kenzo, les choses pourront changer et il pourra accorder l'importance à la communication. Vous êtes communicologue, vous êtes expert en communication, Charles-Quint, je ne le dis pas. On dit, un principe de communication dit, ce qui n'est pas su n'est pas fait. Or, on pouvait communiquer sur les prouesses de notre armée, on les saura. Mais vous allez comprendre que le Rwanda a mis en place un dispositif de communication tel qu'on a recruté même les journalistes congolais. Les journalistes congolais? Je dis bien, aux origines douteuses. Et ces gens, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Et ces gens, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on tue à Beni, qu'on tue à Rutshuru, 2, 3, 5 minutes après, vous voyez, ils vous arrosent les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Et vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'à peine on vient de tuer et on les images? Et eux transmettent ces images-là. Et la plupart de ceux que vous avez appelés mouvements citoyens, à peine on vient de tuer 5 minutes, eux, ils ont déjà les images. Mais lorsque les FARDC capturent les Rwandais, lorsque les FARDC ont capturé les Libanais, les islamistes, les Américains, qui a communiqué sur ça? Et même vous, les journalistes patriotes, qui a communiqué sur ça? Qui a répandu ces images-là? Parce qu'on a arrêté les Américains aux côtés des Rwandais en train de se battre contre nous. On a capturé les Rwandais. Et lorsqu'on a organisé les obsèques au Rwanda, de plusieurs militaires et soldats tués au front au Congo. Aujourd'hui, James Kabarebe est où? Pourquoi s'est-il exilé au Canada? Ah bon? James Kabarebe est en exil? Oui. Pourquoi
Pourquoi beaucoup de généraux se sont exilés? Pourquoi Kagame a rendu sa garde rapprochée une garde rapprochée de ses propres enfants? C'est parce que les généraux ont dit nous sommes en train de perdre au front et que nous ne voyons pas les objectifs clairs de cette guerre. Et Kagame est seul aujourd'hui, contre tous. Malgré les réformes qu'il avait faites au sein de l'armée, les changements qui étaient intervenus. Mais le changement qu'il a effectué, c'est par rapport à la panique qu'il a frappé. Mais le problème est que nous n'avons pas un service de communication au niveau de la présidence de la République. On ne communique pas. Or, il avait fallu qu'on fasse une sorte de mariage, une sorte de jonction, une sorte de fusion entre le porte-parole de militaire, le porte-parole de la police nationale congolaise et les services de communication de la présidence pour qu'on communique. Même au niveau du ministère de la Communication, on ne se limite qu'au briefing. Dites-moi quel est le laboratoire de communication. Parce qu'on communique même sur la révision ou le changement de la Constitution. On va en parler. Mais c'est tout le monde qui va à sa manière. Or, à l'époque, vous allez vous rappeler, chez lesquels nous nous sommes battus pour ce pouvoir, nous sommes battus pour ce changement, nous sommes battus pour l'alternance. Vous et moi avons été sur terrain. Nous avons bouffé l'oxygène. Et les yeux ici, les gaz lacrymogènes, les yeux ici se sont davantage détériorés sur la rue. Parce que nous devions couvrir l'information relative au changement que nous voulions tous. Mais vous avez vu comment le PPRD était organisé. L'AMP était organisé. Dans la communication. Dans la communication. Donc ils étaient ensemble. Dans un groupe WhatsApp ou quelque part, ils se réunissent, ils définissent, déterminent les éléments de langage. Et quand vous voyez Papi Tamba tweeter, mon ami Yannick Chisola, la même chose, Momo Moulapou. Donc ils reprennent la même information, chacun dans ses propres termes, ils transmettent au même moment. Et moi, à l'époque, pour découvrir que cette information vient du PPRD, de laboratoire du PPRD, nous analysions. Et à l'époque, l'ANER recrutait, pour des informations que l'on voulait crédibles dans l'opinion, on recrutait les journalistes proches de l'opposition. Je ne vais pas citer leur nom. Et c'est par eux... Ils sont même connus, hein? Oui, qu'on faisait passer le message. Donc vous allez voir le lendemain, tel sur Kiosque, l'autre sur Télé 50, l'autre chez Paulette Kimuntu, Web Press, l'autre... Donc, vous allez les voir tous répéter les mêmes choses, mais en des termes différents. Et vous allez voir dans le quotidien, le même français, les mêmes fautes d'orthographe, les mêmes titres, et toutes les manchettes. Mais ici, vous avez déjà... Et quand vous leur posez la question, ils vous disent non, le directeur de cabinet ne donne pas de l'argent. Mais organisez-vous. Nous, là, nous avons organisé la communication ailleurs sans argent. Le directeur de cabinet ne donne pas l'argent pour la communication. Mais c'est ce qu'Eric Nindoudi disait de Guilhem. Est-ce qu'il a tort de le dire? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a vraiment tort? Mais alors, tort? quel est l'objectif? Parce qu'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi seul qui communique. C'est lui seul qui parle. C'est lui seul qui parle. Même sur la révision de la Constitution, le changement de la Constitution. Pourquoi la cellule juridique ne s'est pas réunie pour lui dire, Président, on ne change pas la Constitution à cause de l'article 217? Parce qu'à tout moment, l'État congolais peut céder une partie de sa souveraineté dans le cadre de la signature des accords et traités internationaux. Ça, c'est connu de tous. Alors, on doit lui dire, parce que nous avons les raisons scientifiquement justifiables qui peuvent nous donner des raisons de changer, pas de réviser, de changer cette constitution. On va en parler. Revenons d'abord sur cette interview. Fayoulou sur France 24. Je l'ai dit ici. Fayoulou nous dit que Félix Tshisekedi a raté sa vocation. C'est un incompétent qui a plongé aujourd'hui la République démocratique du Congo dans l'insécurité. Tshisekedi a abandonné l'Est de la République entre les mains de Kagame. Donc, il a raté sa vocation. Il ne peut pas être président de la République. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de but tel qu'on l'a vu hier au stade de Martyrs. Est-ce qu'en le disant, en se basant notamment sur la sécurité à l'Est du pays, Fayoulou n'a-t-il pas raison de le dire? Je le connais. Fayoulou a raison dans ses rêves. Il a raison dans ses rêves.
Vous savez, avant le 19 janvier 2015, lorsqu'on a organisé après le 12, le 19, parce qu'on a arrêté Mouyambo le 20, on a organisé la marche contre la conditionnalité de l'organisation des élections nationales, législatives et présidentielles à l'identification de la population par l'ONIP. Fayoulou avait reçu une balle ici. Si vous allez regarder, les photos là circulent jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Je me rappelle encore. Oui. Oui. Nous étions avec eux quand le vieux Koudoura Kassongo, que je salue en passant, avait reçu une balle au pied. Et quand nous étions là comme journalistes, il est conseillé, lorsque vous couvrez une manifestation, d'être du côté de la police. Je me rappelle qu'on avait appelé un commandant, je ne sais pas qui, on lui a posé la question, est-ce que Koudoura est là? Pour certains, c'était Joseph Kabila qui avait appelé. Pour d'autres, l'ordre venait de je ne sais qui. On a dit ne le tuez pas, tirez lui au pied. Mais Fayoulou, il a reçu une balle, ici, mais une balle empoisonnée. Hein? Oui, mais en caoutchouc, mais empoisonnée. Depuis ce jour-là, mon grand frère n'est plus cohérent. Ah, mais ça c'est Je vraiment... dis bien, il n'a plus sa tête sur ses épaules. Vous n'êtes pas quand même médecin pour affirmer des choses comme ça. C'est pourquoi il faudrait qu'on l'amène chez le médecin, parce que l'incohérence qui caractérise sa position... Papa, comment pouvez-vous partir qu'il était un patin, une girouette, comment on appelle, une girouette, quelqu'un de manipulé par Joseph Kabila. Le pouvoir est dans les mains de Joseph Kabila. Tshisekedi n'est que... Un pion. Hein? Un pion. Il quitte de patin, il devient dictateur. Expliquez-moi un peu. Non, ça veut dire qu'il a évolué, si on peut rester logique. Hein. Comment est-ce que vous, qui vous battez pour que Kabila se sépare, Tshisekedi se sépare de Kabila, et quand Tshisekedi veut a lancé l'état de siège d'urgence sanitaire lors de Covid. Comment vous allez vous mettre avec Kabila, avec le professeur Ngoï, pasteur Ngoï Théodore, pour faire chasser Tshisekedi? Il faut un peu de ces incohérences-là. Ce qui fait que moi, je n'accorde plus crédit à tout ce que Fayoulou dit. Ah bon? Oui, sincèrement. Parce que ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui. Il n'est pas en lui. Il n'a pas la tête sur lui. Et si nous aimons Fayoulou, faisons lui ce que nous avons fait de Feu Né Mwandansemi. Si nous l'aimons, c'est sa famille. Non, il faut qu'on le soigne. Non, je le cadais. Attendez, vous ne pouvez pas quand même parler... Non, vous m'avez traité, vous avez dit que moi je suis médecin, mais moi je vous dis, au regard des incohérences dans lesquelles le plus intelligent, un des plus intelligents de nos politiciens nage, je dis, moi, ça ne peut pas s'expliquer. Lorsqu'il dit que Tshisekedi a abandonné l'Est de la République, aujourd'hui, entre les mains des Rwandais, plus de 120 localités sous occupation rwandaise, et que, curieusement, on voit que l'armée ne parvient pas jusque-là à chasser l'ennemi de ces localités. N'a-t-il pas raison, lui, en tant qu'opposant, de dire que cette partie de la République est aujourd'hui abandonnée entre les mains des Kagame? Ce sont les Rwandais qui sont là-bas. Charles Quint, la guerre a été conçue depuis les années 80. Et en 90, 87, l'Ouganda, Kampala tombe dans les mains de Museveni. Et ceux qui l'entourent, il a pris le pouvoir avec les Rwandais, qui étaient des Ougandais, mais d'origine rwandaise. Les Ougandais ont commencé à se plaindre. Notre armée est tenue majoritairement par les Rwandais. Et l'unique manière de s'en débarrasser, c'est d'organiser l'occupation ou la prise du pouvoir à Kigali par le Front patriotique, le FPR, le Front patriotique rwandais. Avec Kagame, général Obed, et ainsi de suite, général Obed va mourir et on va prendre le pouvoir. Et l'objectif de l'Ouganda, c'était d'aller devenir jusqu'en RDC. Mais RDC, il n'allait pas venir pour prendre le pouvoir à Kinshasa. C'était pour venir détruire, déstabiliser les camps des réfugiés à Goma. Mais c'est quand on entre, l'AFDEL entre, on constate que
les forces armées zaïroises ne se battent pas. Et que c'est la population qui vient chercher les militaires rwandais et les Kadogo aux abords des agglomérations urbaines, que Ngandou Kissa s'est dit, ça suffit, on a déstabilisé les camps des réfugiés, on les a tués, on les a ramenés au Rwanda des forces en violation des conventions relatives aux réfugiés. C'est ainsi que on va tuer Ngandou Kissa. Et Mouzé, quand on arrive au niveau de Kisangani, Bill Richardson vient ici à Kinshasa, il dit, comme les objectifs de l'agression ont été atteints, ça veut dire faire rentrer, déstabiliser les camps des réfugiés qui étaient à Goma, on a fait rentrer, on a tué les Rwandais, le site de King, je crois, Tingi. Là où Joseph Kabila et les autres ont tué, ont massacré les Rwandais et les réfugiés. À ce niveau-là, à cette étape, Richardson a dit à Kabila, on arrête la guerre. On balkanise le pays. À Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais comme Mouzé connaissait que l'opinion occidentale ou l'Occident respecte plus l'opinion publique, il a dit, je vais vous répondre au stade. Et quand il va arriver au stade, c'est le jour où Mouzé a signé son arrêt de mort. Et quand ils arrivent au stade, Mouzé va poser la question à la population. On arrête la guerre ici ou on part jusqu'à Kinshasa. On crie jusqu'à Kinshasa. Bill Richardson, qui avait le message qui était venu de la part de Clinton, qui est à la base de cette guerre. Ce n'est pas Tshisekedi qui a fait céder l'Est de la RDC. Ce n'est pas Tshisekedi qui a autorisé les brassages dans l'armée. Mais Bill Clinton n'est pas au pouvoir, hein, ça il faut le dire. Ça fait très longtemps qu'il Non, mais c'est Bill Clinton. Même aujourd'hui, les réseaux qui évoluent dans l'Est de la RDC, c'est les réseaux Bill Clinton. Sa femme est dedans. Les Américains sont dedans. Vous pensez que le Rwanda, même contre la simple province du Nord Kivu, le Rwanda peut venir? Je vous dis non. Je dis bien la seule province. Mais le problème, lorsque vous voyez un poussin remplir la casserole, c'est que... Donc ça veut dire que Fayoulou a raison de dire que l'Est de la RDC, plus de 120 localités aujourd'hui, sont entre les mains du Rwanda. Et lorsqu'il a quitté Tshisekedi, d'avoir abandonné cette partie de la République entre les mains. Ce n'est pas que Tshisekedi a abandonné. Les efforts ont été fournis. Mais vous voyez la pression que subit Tshisekedi sur le plan international. De laisser cette partie-là sous occupation? Non, pas laisser la partie sous occupation. La communauté internationale aujourd'hui, c'est un mot vague. Les Américains, les Français, les Britanniques savent qu'aujourd'hui, si la RDC se relève, elle va se venger. Et voilà pourquoi on refuse à l'armée congolaise de se battre en offensive. Ah bon? On interdit à l'armée congolaise? Mais vous savez l'ennemi? Bon, s'il vous plaît, souvenez-vous. Ça c'est grave ce que vous dites là. Je vous dis, donc je suis journaliste. Les Français et les autres appellent pour lui dire de ne plus... Voyez-vous quand les Ouazalendo d'attaquer les Rwandais. Charles Quint, vous avez été au front. Oui. Vous avez été au front personnellement. Oui. Vous êtes un journaliste de terrain. Vous êtes un historien du présent. Vous allez vous rappeler que lorsque les Ouazalendo ont évolué, ont reconquis quelques territoires, et qu'on a que les deux avions, comment on les appelait? Les Sukhoi. Les Sukhoi, bombardés, ont tué les Rwandais. Vous avez vu les États-Unis d'Amérique s'élever. La France s'est levée. La Grande-Bretagne s'est levée. Pour dire exclusivement des solutions politiques. Là, c'est un langage diplomatique. Là, ils le disent par des déclarations. Mais c'est qu'ils acceptent les injonctions, les dictats de ces impérialistes-là. Est-ce qu'ils ne donnent pas raison à Fayoulou qui dit que Tshisekedi a un deal avec Kagame pour occasionner la balkanisation de la RDC? Est-ce que vous avez déjà entendu les échanges ou les tirs croisés entre Tshisekedi et Kagame? Et vous pouvez penser que deux personnes de ce genre-là, qui se détestent, qui se haïssent, puissent avoir un deal? Oui, c'est ce que Fayoulou dit. Non, il y a un deal. Je vous dis, moi, je ne voudrais pas, chers confrères, je n'aimerais pas commenter sur des propos de quelqu'un dont la cohérence a été battue ou tuée par la balle empoisonnée reçue sous Kabila. Donc, je ne peux pas, moi, commenter des propos, de tels propos.
Laissez-moi commenter les propos de quelqu'un qui réfléchit et même Delis Sesanga, parce que j'ai suivi aussi Delis Sesanga dans une émission qu'il a faite à Londres, dire la même chose qu'aujourd'hui. Tshisekedi fait changer la Constitution, et on aborde directement cette question, changer la Constitution pour instaurer la dictature. Et il s'est même posé la question de savoir comment, dans un tel contexte où il y a plus de 120 localités entre les mains des Rwandais, sous occupation militaire de l'AFC M23, mais on sait que c'est le Rwanda. Dans un tel contexte, un président vouloir organiser un référendum. Donc, tous ceux qui sont, les Congolais qui sont dans ces localités-là, ne pourront pas participer à ce référendum-là, et que c'est une sorte de balkanisation que Tshisekedi veut occasionner. Ça, c'est Delis Sesanga, en dehors de Fayoulou. Delis Sesanga l'a dit aussi. Bon. Avec Delis Sesanga, il m'a convié à une conférence de presse en 2020. Nous étions à son siège sur l'avenue de l'enseignement. La personne qui a lancé le premier, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, l'initiative de la révision de la Constitution, c'est Delis Sesanga. C'est là où je me dis que si... Avec 34 articles, oui. 34 articles à réviser. Le secrétaire général de son parti, c'est mon propre grand frère que vous connaissez, M. Simon Moulamba. Non, le secrétaire général aujourd'hui, c'est M. Ramazani. À l'époque, je dis bien. Ok. C'était M. Simon Moulamba, Mputu. Il a d'ailleurs tenu une conférence de presse pour appeler sa position qu'il soutient l'idée du changement ou de la révision de la Constitution. Et à l'époque, Sesanga, s'il n'y avait pas eu l'état de siège décrété, le projet déposé par Sesanga allait être discuté au Parlement. C'est là où je dis que nos politiciens vaguent au gré des humeurs. Il n'y a pas des gens qui ont un idéal, qui ont un objectif que l'on poursuit. Donc vous avez des gens qui naviguent au gré, c'est-à-dire, parce que j'aime Kabila, alors je nage, comme l'autre ici, qu'on a rendu le garçon de course, l'ancienne deuxième personnalité de la République, mais qui a été rendu un porteur de mallette de Katumbi. Je ne peux pas citer son nom parce que vous le connaissez. Alors, nous, on était pour qu'on change. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi en quoi la nationalité congolaise est séduisante. Parce que si vous êtes Libanais, vous venez ici, vous vous mettez avec un colonel, vous mettez avec un général, vous brimez tout le monde. Vous construisez ici le rêve de chaque Libyen, le rêve de chaque Libanais, le rêve de chaque Indien. Là où ils sont dans leur village, que j'arrive dans l'Eldorado, la République démocratique du Congo. Et quand il arrive à l'aéroport, on l'appelle patron. Et dans 2, 3, 4, 5 semaines, il devient patron. Tout simplement parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas d'idéal. Et tout ça, c'est à cause de la Constitution qui... Ce n'est pas la Constitution. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles moi je veux qu'on change cette Constitution. Mais la première erreur que l'on voudra commettre, la première erreur, c'est que ceux qui se tiennent pour le changement de la Constitution puissent limiter, restreindre leur idée à la construction d'une constitution à la taille de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah bon? Comme on l'a fait de Kabila, on a réduit l'âge du président de la République de 40 à 30 ans parce que Kabila avait encore 29 ans. Ça sera une grosse erreur que l'on puisse réfléchir de cette constitution à la taille de Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ceux qui sont pour, mais il pourrait influencer les choses, pour qu'ils puissent remplir les choses dans sa direction, parce que c'est lui qui est le président et même l'initiateur du changement de la Constitution. Moi, je peux dire que lui n'est pas l'initiateur. Ah bon? Oui, je peux dire que c'est moi qui suis l'initiateur. Comment ça, je vous dis. J'ai lancé l'idée sur la RFI, Appel sur actualité. Appel sur actualité existe. J'avais lancé l'idée quand il y a eu blocage, le retard pour la mise en place des institutions de cette 3e législature. Sur RFI, au micro de Juan Gomez, j'ai lancé l'idée de la révision ou du changement de la Constitution parce qu'elle rend lourde les institutions. Je vous donne les raisons. La première raison, je dis, nous sommes battus, c'est depuis 2014 quand Bochab avait lancé le débat sur la révision ou l'inanition de la nation. Son ouvrage, hein, j'ouvre une parenthèse pour dire, le vrai problème c'est quoi? Nous avons des petits dictateurs à travers ces Sesanga.
C'est-à-dire des gens qui refusent que nous, là, on réfléchisse. Dit, on est allé à l'université, pourquoi? Et même ceux qui ne sont pas allés à l'université. Mais ils ont le droit de réfléchir. L'article 23 de cette constitution-là consacre la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'association. Mais comment on peut refuser qu'on réfléchisse? Mais c'est ça que l'opposition, bien sûr, notamment avec Félix Tshisekedi, avait fait lorsqu'ils étaient dans l'opposition. S'il vous plaît. Tshisekedi n'a jamais refusé qu'on réfléchisse. À ce qu'il n'y ait pas de débat sur la révision de la constitution des changements. Non. Du temps où Bochab avait publié son ouvrage. Voilà. On avait demandé. Non. Bochab a lancé l'idée. On n'a jamais dit qu'on devait réviser la constitution. C'est un débat scientifique qu'il avait lancé en tant que professeur du droit constitutionnel. Et aujourd'hui, Tshisekedi a lancé la pensée. OK, nous réfléchissons maintenant. Est-ce qu'il y a opportunité qu'on change la constitution? Il n'y a pas opportunité selon... Nous répondons. Oui. Non, mais on ne va pas répondre comme ça. Est-ce qu'il y a des dispositions qui rendent lourde la gestion de la République? Nous répondons. Ça, c'est une réflexion. Alors, c'est après réflexion qu'on va trouver s'il faut changer ou pas. Comment les gens peuvent refuser aux autres? Comme Katumbi a dit la dernière fois qu'on ne peut pas débattre de la loi Tchani, parce que de père et de mère, dès qu'on la dépose. Donc vous voyez que vous avez des gens, des dictateurs. Il y a une ligne rouge. Il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Et ça aussi, il y a une ligne rouge aussi qu'on ne parle pas du changement de la constitution. Moi, excusez-moi, Charlequin, moi avec Nazem Nazembe, Rombo Lumba, Papi Séoul, nous avons lancé l'idée en 2015 qu'on puisse changer la constitution pour consacrer la démocratie consensuelle dans notre constitution. Pourquoi? La démocratie consensuelle consiste à ce que et les gagnants et les perdants puissent co-gérer. L'avantage, c'est quoi? 1, ça vous permet d'éviter les conflits post-électoraux. 2, ça permet à toutes les tendances, toutes les tribus du pays de participer à la gestion du pays. Parce que nous avons déjà eu un président soudanais. Nous avons 4 groupes raciaux, je puis dire. Nous avons les Soudanais, dont Mobutu a déjà géré. Nous avons les Bantous, Kassavou et Tshisekedi ont géré. Nous avons les Nilotiques, qui n'ont jamais été présidents, mais qui sont dans l'armée, qui sont dans le pouvoir exécutif, qui sont à l'ANER, qui sont à la DEMIAP. Mais les Pygmées, le peuple autochtone, on n'a jamais eu un ressortissant du peuple autochtone qui a été ministre. Mais à travers la démocratie consensuelle croisée, nous pourrions avoir un autochtone qui peut également accéder dans les fonctions. C'est la première raison pour laquelle moi je soutiens... Donc que la présidence soit tournante. Exactement. Ah bon? Alors, et pas que... aujourd'hui, cette constitution, Charlequin... Ça sera toujours l'élection ou bien la désignation? Laissez-moi vous donner mes raisons, nous allons y arriver. La deuxième raison, la constitution de 2006, elle a rendu le pays hyper institutionnalisé. Et la gestion est constipée. Tenez, nous avons un gouvernement, près de 50 membres, et chaque membre du cabinet, chaque cabinet a au moins 50 personnes. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat. Dites-moi, en quoi nous est utile le Sénat aujourd'hui, les conseils économiques et sociaux, le CESAC même, aux côtés du ministère de la Communication et Médias, la Commission nationale des droits de l'homme, aux côtés du ministère des droits humains. Vous savez comment, au niveau national, c'est constipé? Descendons. Au niveau provincial, vous avez le gouvernement provincial, vous avez le gouverneur. Le gouverneur a son cabinet. L'Assemblée provinciale, chaque député a un assistant parlementaire. Les ministres aussi ont des cabinets. Hein? Les ministres également ont des cabinets. Les ministres provinciaux. Et tout cet argent-là va pour la paye du personnel politique. Et si tout cet argent-là a été canalisé pour la construction des routes. Mais maintenant, on ne s'arrête pas là-bas. Quand vous descendez, vous voyez, on a combien de villes? Parce que chaque ville doit avoir un maire. Le maire doit avoir un conseil exécutif, ça veut dire son petit gouvernement, et un conseil municipal. Un conseil urbain. Urbain, oui. Qui constitue pratiquement le parlement de la ville. Et nous avons combien de villes? Nous en avons 33. Nous avons combien de territoires? 145. Nous avons combien de communes rurales? 100. Nous avons communes rurales, 137 communes rurales. Et à la tête de chaque commune, il y a un bourgmestre, conseil municipal, conseil exécutif municipal. Et
donc, si on doit avoir des gens dans ces... Et maintenant, je vais vous dire, les conseillers municipaux que nous venions de voter, on va leur payer. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur commune? Ah donc, on doit continuer avec une constitution comme ça. Nous avons 174 communes rurales. Et c'est Matata qui a créé ça. Les Minembwe, les Kasumbalès et consorts. C'est devenu des communes. Donc, je crois que Kasumbalès est devenu une ville. Donc, nous avons 471 secteurs, 267 chefferies, 5908 chefferies et groupements. Et donc, si nous devions appliquer cette constitution, même dans les chefferies, il y a le conseil de la chefferie exécutif, et ils sont élus, pris en charge par le Trésor public. Alors, vous vous rendez un peu compte, cher ami. Et pendant que nous menons cette discussion ici, il y a une catégorie de personnes qui ne la suivent pas. Et pourtant, le décret du Premier ministre Sama consacre qu'ils accèdent également à l'information. Il s'agit de nos frères et sœurs, personnes vivant avec handicap. Papa, eux ne nous suivent pas. Et pourtant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé l'idée, n'est-ce pas, a lancé le dictionnaire du monde des signes. Parce que nous, tel que nous parlons là, ils n'entendent pas. Et quand ils sont arrêtés, ils vont en justice. Les magistrats, les policiers, les OPJ ne les entendent pas. Ils ne savent pas se défendre. Et quand ils vont pour mettre au monde dans les hôpitaux, ils ne savent pas s'exprimer. Parce qu'on n'a pas encore consacré la 5e langue nationale qui doit être la langue des signes. L'Ouganda l'a adopté, le Kenya l'a adopté, le Togo et le Zimbabwe. Et pour cela, on doit changer la constitution. Et moi, je vais plus loin. Vous savez, la RDC recule à cause de la mentalité quinoise. On doit aussi changer la capitale. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer quelques articles? Tout ça, on peut réviser certains articles au lieu de changer carrément la Constitution. Non. Autre chose. Je parlais de la nationalité ici. Combien de dirigeants ont la double nationalité? Quand il y a des problèmes ici, Clément Kankou, lorsqu'il a été interpellé en justice pour l'affaire Kamina Sapo, où est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas couru à l'ambassade du Canada pour fuir. Les Kamitato et consorts là, en cas de problème aujourd'hui, quand ils quittent le pays ici, nous sommes avec eux en Europe. On vous dit les passeports verts, passeport yellow. Eux se mettent du côté des Belges et nous devions suivre la longue ligne là. Mais pourquoi ne pas consacrer ça dans la Constitution? Changer l'article 10 de la Constitution? Ce n'est pas la révision de la Constitution. Donc il faudrait qu'on puisse tout réviser. Donc, en dehors de ça, cher ami, laissez-moi aller plus loin. Pourquoi aujourd'hui Mbumba, le gouverneur, ne nous doit pas, nous la population? Daniel Bumba. Parce que sa redevabilité, c'est envers ceux qui l'ont élu. Les députés provinciaux. Et on connaît comment les élections des gouverneurs, les élections des sénateurs, ça se déroule. Ça, c'est le monnayage, ça c'est clair. C'est la corruption. Et c'est connu. Mais alors, comment vous allez demander à Daniel Bumba de nous être redevables? Sur base de quoi? Mais il faudrait qu'on change dans la Constitution que les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct. Ça, c'est l'article 220, hein? Oui. Non, mais, non, s'il vous plaît, les sénateurs. Et ça sera une possibilité, n'est-ce pas, de réduire le niveau de corruption. Au Kasaï occidental, le premier mandat de Joseph Kabila, combien de gouverneurs ont été bousculés? Combien de gouverneurs? Et comment on va développer le pays? Même dans le Kasaï oriental. Même dans le Kasaï à l'exception de Kinshasa. Non, Kasaï oriental. Non, au Kasaï oriental, Kassanger est resté. Oui, Kassanger à Kinshasa, Kimbouté est resté. Katumbi est resté. Non, Katumbi c'était parti. Hein. On a connu des Kazembe. Il y a eu beaucoup de non, Katumbi est parti quand il y a eu, quand il a démissionné, quand on a saucissonné le Katanga. Et donc, c'est vous dire qu'un gouverneur ne peut pas terminer son mandat. Pourquoi? Parce qu'il dépend des députés provinciaux. On doit supprimer les institutions budgétivores, cher ami. Aussi longtemps, Charles Quint, je vous dis, qu'on n'aura pas supprimé ces institutions budgétivores, on ne pourra pas décoller, on ne pourra pas connaître le développement, on n'aura pas le social. Et ces gens ont établi des lois telles qu'ils doivent rester au pouvoir et après eux, ça sera leurs enfants. Avez suivi, je vous ai posé la question, si vous n'avez pas répondu à la question jusque-là, vous avez suivi Délice Sanga qui a dit clairement que Tshisekedi veut instaurer
avait le changement de la constitution pour instaurer la dictature. C'est clair, et cela se dit, pas seulement ces Sanga, mais aussi beaucoup, les Matata Ponyo et les autres opposants, ils le disent clairement qu'ils veulent instaurer la dictature à l'occasion du changement de la constitution. Charles Quint, ça sont les procès d'intention. Qu'on nous laisse réfléchir. Qu'on nous laisse réfléchir. C'est tout ce que nous nous demandons. Et on doit restaurer les 2 tours à la présidentielle. Ça sont les procès d'intention. Parce que quand il y a les 2 tours, vous avez 2 tendances. Les 2 premiers qui arrivent de la liste. Et ça permet la cohésion nationale. Nous avons 2 blocs. Et la désignation du porte-parole de l'opposition est automatique. Et il faudrait que nos langues nationales, pour l'unité et la cohésion nationale, que nos langues nationales soient les langues de la formation et de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on doit apprendre Chiluba dans toutes les provinces, Lingala dans toutes les provinces, Swahili dans toutes les provinces, Kikongo dans toutes les provinces. Ça va créer la cohésion. Parce que la langue, c'est un des éléments de la socialisation d'une nation. Alors, aussi longtemps qu'on restera, c'est pourquoi nous disons, moi je lance un appel à Félix Antoine Tshisekedi, qu'on arrête d'épiloguer dans les histoires inutiles, la révision de la Constitution, c'est question de mort ou de vie. Non, réfléchissons. Nous sommes allés à l'université pour qu'on réfléchisse. Asseyons-nous. On met en place une commission. On ramasse. Ça a été dit, ce sera l'année prochaine qu'une commission sera mise en place, la commission multidisciplinaire. Joël Cadet, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un grand plaisir. Ça a toujours été un plaisir pour nous, toutes les fois que nous vous recevons dans cette émission. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision, votre chaîne. Aimez et partagez cette émission dans des groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux, partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous serons là encore demain dans un autre numéro de votre magazine, Le Débat Congolais.